Bonjour à tous, et donc on se retrouve cette semaine pour attaquer ensemble une nouvelle leçon de géographie. Alors effectivement, dans la suite des leçons de géographie qu'on avait à faire, il y avait à la fois la France dans l'Union européenne, et puis il y avait une autre leçon sur la France dans le monde. Donc j'ai choisi en fait de rassembler ces deux leçons en une seule, tout simplement parce qu'on étudie les mêmes facteurs, les mêmes phénomènes, mais on va simplement les étudier à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Donc c'est simplement deux échelles différentes, donc autant en faire une seule et même leçon. Et puis, je continue sur la géo. Pourquoi ? Parce qu'on était en plein dans la construction de l'Union européenne, du poids de l'Union européenne à l'échelle mondiale, etc. Donc finalement, d'étudier la France dans l'Union européenne, ça fait vraiment un lien finalement avec ce qu'on a fait avant. Alors, on prend une nouvelle page de gauche et page de droite blanche. On écrit à droite donc le titre de cette leçon, la France dans l'Union européenne et dans le monde. Et la question que l'on va se poser, donc vous sautez une ligne pour écrire la question, quels sont les facteurs du rayonnement politique, économique et culturel français en Europe et dans le monde? Et on va voir aussi quelles sont ses limites, parce que vous doutez bien, il y a toujours des points positifs. Et puis, comme on l'a vu avec l'Union européenne, il y a aussi une nuance à apporter sur ces aspects différents de puissance. Voilà, il va falloir qu'on nuance un petit peu différents aspects. Pardon. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de noter, mais le mieux c'est, comme d'habitude, vous faites pause sur la vidéo pour avoir le temps donc de noter le titre et la question de la leçon. Et la première chose que j'aimerais vous rappeler, parce que quand même, c'est surprenant, mais la France, si on réfléchit, ça représente uniquement 1% de la population mondiale. Ça ne représente que 1% des terres du monde. Et pourtant, c'est ça qui est important, c'est l'une des principales puissances économiques européennes et mondiales. Et c'est bien donc un paradoxe quelque part, parce qu'on a un poids démographique extrêmement faible, voire complètement négligeable. On possède très peu de territoires du monde, mais on verra qu'on possède des territoires qui sont intéressants. C'est pas tant la quantité qui compte. Et aujourd'hui, effectivement, la France compte parmi les puissances mondiales les plus importantes. Alors, comme pour l'Union européenne, quand il a fallu prouver que l'Union européenne, ou en tout cas mesurer le poids économique de l'Union européenne par rapport aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde, etc., c'est toujours pareil. Il faut regarder toujours le même indicateur. Souvent, c'est le PIB, le produit intérieur brut, ce qu'on avait fait avec un graphique. Et donc là, je vais exactement faire la même chose en vous montrant en fait donc un document qui permet un petit peu de classer tout le monde de la même manière. Donc si on regarde, en fait, ça dépend comment on calcule. Alors si on se base uniquement sur le PIB, on va dire que effectivement la France est la 6e puissance mondiale. Par contre, si on regarde le PIB en parité de pouvoir d'achat, donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir que vous compreniez parce que au lycée souvent vous allez utiliser davantage cette donnée, c'est que en fait le mode de vie et le niveau de vie n'est pas le même dans ces pays, donc forcément il faut en tenir compte. Avec 1 euro on peut acheter une baguette en France, mais avec 1 euro dans un autre pays on peut peut-être acheter 3 baguettes. Voilà, donc il faut comparer en fait avec tout cet argent, cet argent rassemblé dans le PIB. On compare en fait pour avoir exactement le même pouvoir d'achat. Et quand on compare le pouvoir d'achat donc de manière régulière entre tous ces pays, là d'un coup la France n'est plus 6e, mais elle est classée 9e puissance mondiale. D'accord ? Donc je ne sais pas si pour vous c'est très clair. Là en fait c'est vraiment un classement. On va calculer le nombre de richesses obtenues en un an et puis on classe les pays tout simplement. Là, on ne tient pas compte seulement du chiffre on va dire des bénéfices réalisés par les entreprises françaises. Là, on tient compte du pouvoir d'achat réellement des populations. Donc, avec l'argent qu'on a gagné, on compare donc de manière équitable le même pouvoir d'achat donc, dans chaque pays. Et là, par contre, effectivement, on est un peu moins bien classé. Du reste, on fait partie, qu'on soit 6e ou 9e, des 10 premières puissances du monde sur plus de 140 pays. Donc, on est extrêmement bien classé. Alors justement, quels sont les points forts de l'économie française ? On en avait déjà un petit peu parlé, parce qu'on va retrouver des secteurs qu'on a vus dans l'Union européenne. Alors, si on regarde, voilà, je vous ai montré un 6e ou 9e, si on regarde un peu plus près,
il y a des secteurs dans lesquels on domine vraiment le marché européen ou carrément le marché mondial. Alors, je vais essayer de les rassembler. D'abord, vous avez repéré ici, vous avez les plus grandes FTN, ça veut dire les firmes transnationales. Autrement dit, les firmes, ça veut dire entreprises. Transnationales, ça veut dire internationales. Et donc, si on regarde donc, les plus grandes entreprises françaises, on s'aperçoit déjà que c'est dans le secteur de l'énergie qu'on domine. Donc, l'affectement total, tout ce qui est production et transformation du pétrole, raffinage du pétrole. On a EDF, donc dans l'électricité, qui est le leader européen de la production d'énergie électrique dans toute l'Europe, c'est le number one. Ensuite, autre secteur, les assurances et les banques que vous avez ici. Donc il y a à la fois la Société Générale, il y a le groupe BNP Paribas, il y a AXA, donc qui est une assurance, donc là c'est des banques, BNP Paribas, la Société Générale, et puis AXA qui est une assurance. Alors AXA, c'est le premier groupe d'assurance mondial, donc entre guillemets, le premier groupe d'assurance mondial, c'est un groupe français. Ensuite, dans quel secteur? On a les produits pharmaceutiques. Alors c'est pareil, Sanofi, c'est aussi le premier producteur donc, de produits pharmaceutiques en Europe, largement. On a encore d'autres secteurs, tout ce qui est produits de beauté et de luxe. Donc là, on retrouve deux groupes. Le groupe LVMH, bon, pour les filles, vous devez connaître Louis Vuitton, c'est derrière Louis Vuitton, c'est LVMH. Et le groupe L'Oréal, qui dégage plus de 30 milliards d'euros chaque année, donc tout ce qui est produits de beauté, maquillage, coiffure. Et ici, c'est tout ce qui est produits de luxe, en fait. Donc dans ces domaines-là, on est connu. Et puis effectivement, il y a la notoriété à la française dans ce domaine-là. Il y a aussi tout ce qui est transport et télécommunications dans lesquels on a des entreprises qui sont extrêmement bien placées. Par exemple Vinci pour tout ce qui est les transports et Orange pour tout ce qui est télécommunications. Donc on va dire que grosso modo, les secteurs qui dominent économiquement en France, c'est ceux que je viens de vous citer avec ce type d'entreprise. D'accord ? Il y a d'autres secteurs où on est au contraire plus fragile, mais on va dire que c'est dans ces secteurs-là en fait réellement qu'on dégage le plus de bénéfices. À l'échelle à la fois européenne, on a des entreprises qui dominent le marché intégralement européen, ou alors carrément AXA qui est le premier groupe mondial d'assurance. Donc voilà, aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle mondiale. Alors, ensuite, on a un certain nombre d'atouts, et il y en a que vous connaissez déjà, parce que dans d'autres leçons, notamment sur les villes et les métropoles, on a beaucoup parlé des transports. Donc, je vais vous lire ce texte, et on va essayer de repérer les idées importantes. Donc, acteur majeur des échanges internationaux, la France est le 7e fournisseur mondial de biens, donc de tout ce qui est de services en fait. Le 5e fournisseur de services. Paris-Charles de Gaulle est le premier aéroport européen pour le transport de fret, c'est-à-dire le transport de marchandises en fait, et le 2e pour le transport de passagers. Paris-Le-Bourget, donc qui est le 2e aéroport à Paris, est le premier aéroport d'affaires en Europe. Donc, si on regarde bien, déjà, il y a deux idées importantes. On a deux aéroports qui sont extrêmement bien placés et qui sont à la tête du réseau de transport européen. On continue. Le réseau ferré à grande vitesse français est le 3e plus performant d'Europe en termes de stock d'investissement direct étranger. Ça, on l'a vu en 4e quand on a étudié Tokyo. Effectivement, les investissements directs à l'étranger, c'est par exemple l'argent que d'autres pays vont venir investir en France. Alors, comment on peut investir en France? Ça peut être en rachetant des magasins, ou en construisant des magasins en France, ça peut être en rachetant des entreprises françaises. Bref, il y a de l'argent de l'extérieur de la France qui est investi en France. Et là, elle se place quand même au 7e rang mondial, ce qui veut dire, au 4e rang européen, ce qui veut dire que la France attire les investissements étrangers, donc que son marché économique est porteur. On chiffre, si on regarde de plus près, plus de 20 000 entreprises donc à capitaux étrangers sont implantées en France, c'est quand même pas rien, et près de 1 salarié sur 9 travaille dans une filiale de groupe étranger. Donc vous avez un travailleur en France sur 9 qui travaille dans un groupe étranger qui a établi des magasins, des bureaux en France. La France occupe depuis plus de 15 ans la première place pour l'accueil des implantations industrielles en Europe. En 2015, la France a attiré 285 implantations industrielles d'entreprises étrangères. Ça veut dire que s'il y a un pays dans lequel on décide de construire des usines ou des implantations industrielles, c'est en France en premier, en Europe, qu'on va construire ces bâtiments. La France est au 7e rang mondial pour la productivité horaire de la main-d'œuvre, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni,
Et là, j'insiste parce que c'est important, parce que souvent dans les infos, on entend le contraire. On entend souvent dire que la main-d'œuvre française est feignante, que les gens travaillent 35 heures et que donc, effectivement, ils ne travaillent pas assez. Mais c'est pas la durée de travail qui compte, c'est ce qu'on appelle effectivement la productivité horaire. Il vaut mieux qu'un ouvrier ou un travailleur travaille 6 heures par jour mais produise plus, qu'il travaille 8 heures pour produire autant. Donc ce qui compte, c'est le rendement, c'est-à-dire combien un travailleur en France à l'heure produit. Et quand on compare vraiment donc, la productivité d'un ouvrier ou d'un travailleur en France, finalement on est devant les Allemands et les Anglais, dont on dit souvent qu'effectivement ils travaillent plus, etc. C'est pas la durée de travail, j'insiste, qui compte, c'est la productivité. C'est un peu comme l'agriculture, ça sert à rien d'avoir des hectares avec des hectares de terre. Ce qui compte, c'est le rendement à l'hectare. Combien vous allez produire de carottes. Si vous avez beaucoup de terre et que vous produisez peu parce que effectivement vous avez une mauvaise technique, ça sert à rien d'avoir beaucoup de terre. C'est pareil, effectivement, c'est la productivité qui compte. Et là, on est quand même bien placé par rapport à des pays qui sont pourtant devant nous en termes de puissance économique, qui sont mieux placés que nous à l'échelle mondiale. Alors, si on continue de souligner ce qui est important, donc déjà on avait dit, on a les premiers aéroports. Ensuite, on a le 3e réseau ferré en Europe, donc ça c'est important, aussi bien pour le transport de fret que donc de marchandises que le transport de passagers. Autre chose qui est importante, on attire en premier toutes les implantations industrielles en Europe. Et dernière chose importante, on est bien classé en termes de productivité horaire de la main-d'œuvre. Donc ça fait quand même des atouts qui sont fondamentaux dans la bataille économique et qui pèsent en faveur, cette fois-ci, de la France. C'est ce qu'on va donc pouvoir mettre pour commencer dans cette première partie. On va faire, là je ne vais pas faire de sous-partie pour essayer de simplifier au maximum. On va avoir 3 grandes parties dans cette leçon et dans chacune de ces parties, je vais vous montrer en fait souvent les atouts et ensuite je vous montrerai les limites de ce que j'ai avancé dans un premier temps. Donc là, on va juste récapituler ce qu'on vient de voir. Donc on va marquer grand 1 en sous-tuning après la question. La France, une puissance économique européenne et mondiale. Donc on reprend. La France, alors là, c'est bien pour montrer qu'en fait, ça dépend de la façon dont on peut le calculer. Ça peut être très bien vu dans une copie, parce que justement, on vous montrer que c'est pas si évident que ça, qu'en fonction de la façon et des indicateurs qu'on prend, on n'est pas classé de la même manière. Donc déjà, c'est intéressant d'un point de vue de réflexion. Donc on va mettre la France c'est la 6e ou la 9e puissance économique mondiale, si on tient compte de son pouvoir d'achat, en fonction du mode de calcul utilisé. Alors je ne vous ai pas précisé pour pouvoir d'achat, c'est un peu compliqué. Elle est le 7e fournisseur mondial de biens, le 5e fournisseur de services, et elle compte des firmes, donc des entreprises transnationales, qui sont extrêmement puissantes dans certains secteurs que j'ai repris, les énergies, les banques et les assurances, les produits pharmaceutiques, le luxe, etc. On aurait pu rajouter les transports aussi. Donc je vous ai cité quelques noms de grandes entreprises qu'on a vu tout à l'heure, Total, AXA, Sanofi dans les produits pharmaceutiques, la BNP Paribas, la banque, LVMH pour les produits de luxe, vous auriez pu mettre L'Oréal, vous pouvez en mettre plus si vous le voulez. Plus de 20 000 entreprises à capitaux étrangers sont installées en France, qui a la première place pour l'accueil des implantations industrielles en Europe. Donc ça c'est aussi important et c'est une idée forte. Elle attire beaucoup, ça veut dire que le marché économique français est attractif pour d'autres pays. Enfin, son attractivité économique, elle repose notamment aussi, et on l'a vu, sur son réseau de communication, ça veut dire sur le réseau de transport qui est performant, et sur la productivité de sa main-d'œuvre, parce qu'on a une main-d'œuvre qui est relativement bien placée, qui est productive, et donc elle attire des entreprises étrangères qui souhaitent s'installer donc sur le territoire français. Donc là, on a plutôt vu les points positifs qui font que, oui, la France est bien une puissance économique européenne et mondiale. Mais, évidemment, je vais nuancer. Je remets cette diapo parce que je pense que certains n'ont pas forcément pensé à faire pause sur la vidéo pour pouvoir noter ce qui est important. D'accord ? Donc je la remets, vous faites pause et on enchaîne. Alors effectivement, et dans ce deuxième temps là aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il y a quand même des limites à la toute-puissance économique française. Première chose, il faut qu'on compare aussi, c'est ce qu'on avait fait avec l'Union européenne, son solde commercial. Alors le solde commercial, la balance commerciale, si je vous réexplique, il y a les produits qu'on va vendre à l'étranger, ça c'est de l'argent qu'on gagne, et puis il y a les produits que nous on est forcé d'importer parce qu'on ne les produit pas en France, et ça c'est ce qu'on dépense.
Donc à la fin, on fait la balance entre les plus qu'on a vendus, les exportations, et on retire ce qu'on a dû acheter, les importations, et on voit si on est bénéficiaire. Au contraire, donc si on est bénéficiaire, ça voudrait dire que, en fait, on exporte plus qu'on importe. Si la balance est stable commerciale, ça veut dire qu'on importe et qu'on exporte autant. Et si elle est déficitaire, ça veut dire qu'au contraire, on exporte moins qu'on importe. On est forcé d'importer davantage et donc notre balance, en gros, notre compte en banque, il est dans le rouge. Alors, si on regarde globalement, déjà, c'est ce qu'on appelle le solde, c'est on fait le retrait entre les plus et les moins. On s'aperçoit que ça a énormément fluctué quand même. Depuis 2006, ça a tendance à augmenter. La balance commerciale a été déficitaire, on a un petit peu baissé, ça a fortement augmenté en 2011. Là, c'est simple, il y a la crise économique de 2007-2008, donc là, il y a une montée en fait du déficit de la balance commerciale. Et puis après, ça n'a cessé de réduire, on va dire, depuis 2011 et en 2015. On pourrait trouver des chiffres plus récents. La balance commerciale a rebaissé. Mais il ne reste pas moins qu'elle est déficitaire. Ça veut dire qu'on exporte moins de produits français qu'on importe de produits étrangers. L'idéal, vous l'avez compris, c'est d'avoir une balance commerciale excédentaire, bénéficiaire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'effectivement elle est déficitaire? Donc là, je vous ai mis un deuxième graphique et on voit bien dans quel domaine on est excédentaire. Alors, tout ce qui est industrie aéronautique, effectivement, là, on est excédentaire, c'est-à-dire qu'on exporte beaucoup plus. On l'avait vu avec Toulouse, ça a été une de nos études de cas. Dans l'industrie agroalimentaire, vous savez, la France est la première puissance agricole européenne et l'Europe est la première puissance agricole mondiale. Dans tout ce qui est agriculture, forêt, pêche, aquaculture, on est excédentaire. Le problème, c'est que c'est dans ces domaines-là. Vous apercevez que, bien qu'on soit des producteurs d'automobiles, on est forcé quand même d'importer un grand nombre de voitures. Donc là, on perd à peu près, en milliards d'euros, 6,4 milliards d'euros en déficit. Les produits pétroliers, alors là c'est beaucoup plus important, on perd 11 milliards et quelques. Donc on est forcé d'importer du pétrole raffiné. Ensuite, il y a tous les domaines de la mécanique, de l'électronique, l'informatique, d'autres produits industriels et hydrocarbures produits une électricité. Donc si on regarde bien, en fait, ici, voilà, c'est surtout, en fait, notre dépendance, elle est surtout énergétique. C'est là où la balance, on va dire, commerciale est le plus déficitaire. C'est que nous sommes forcés, on l'avait déjà vu pour l'Europe, plus de 55% de son énergie, elle est forcée de l'importer. Là, c'est un peu pareil, un peu plus de 50%. Et là, c'est un peu pareil, effectivement, la France est forcée d'importer une grande partie de son énergie. Et là, effectivement, elle est déficitaire. Donc, c'est ça qui creuse son déficit. Première limite, donc, à sa puissance, on va dire, commerciale. Ensuite, il faut bien penser à une chose, et je vous remets cette carte de la mégalopole européenne. Vous vous souvenez, la mégalopole européenne, alors il faut enlever Londres, c'est, on avait dit, c'est le cœur et la tête de l'Europe, c'est là où il y a le plus d'urbanisation, c'est là où il y a le plus d'entreprises, c'est là où il y a le plus de richesses, c'est là où il y a les principales institutions européennes, donc c'est ce qu'on parle donc de mégalopole, et on s'aperçoit bien qu'en fait, depuis qu'on a intégré tous ces pays d'Europe de l'Est, en fait, eh bien le centre de gravité de l'Europe s'est décalé un petit peu vers l'Est. Et du coup, finalement, la France ne fait plus partie vraiment de la mégalopole européenne. Les seules régions qui font partie de la mégalopole européenne, c'est, si on regarde bien, c'est la région parisienne, le bassin parisien, c'est le nord, les régions du nord et les régions de l'Est de la France. Mais une grande partie, les 2/3 de la France, ne sont pas dans le centre de gravité européen qui s'est décalé vers l'Est. D'accord ? Donc ça, c'est une deuxième limite, si on peut dire, à son développement économique. Ensuite, autre problème très différent, mais qui est quand même lié au précédent, on en a déjà parlé en quatrième quand on avait fait la leçon sur l'immigration, on avait parlé de cette expression, la fuite des cerveaux. Alors je vous le redis, comme je vous l'ai dit en quatrième, ce ne sont pas des cerveaux qui s'échappent avec leurs 2 pattes. Les cerveaux, ce sont des gens qui ont fait des études, des gens qui sont diplômés et qui finalement quittent la France. Alors je vous ai trouvé un extrait d'une petite émission sur la radio France Inter qui fait un petit état des lieux et on va le lire ensemble. Alors en exclusivité, France Inter a pu consulter la dernière étude du Conseil d'analyse économique sur la fuite des talents et des surdiplômés vers l'étranger. Non seulement les diplômés français partent travailler à l'étranger, mais les diplômés étrangers qui font leurs études supérieures en France ne restent pas dans notre pays une fois leur diplôme obtenu. La qualité de vie en France n'est pas assez incitative, c'est-à-dire qu'elle n'attire pas assez, effectivement. Le Conseil d'analyse économique alerte les pouvoirs publics.
La lourdeur des démarches administratives françaises pour embaucher un jeune diplômé étranger encourage leur départ. La France perd aujourd'hui davantage de talents qu'elle n'en reçoit dans des formations publiques presque gratuites. Le nombre d'expatriés a doublé en 30 ans. Un diplômé de grandes écoles sur 5 décroche son premier emploi à l'étranger avec de grandes chances de ne pas revenir. Alors qu'est-ce qu'on voit qui est important ici? On parle de 2 types de diplômés. Si vous avez bien suivi ce que j'ai lu, il y a d'abord par exemple les diplômés français. Vous êtes français, vous faites vos études en France, vous sortez avec un diplôme et qu'est-ce qui se passe? Finalement, vous ne trouvez pas d'opportunité par rapport à votre diplôme en France et vous décidez de tenter de partir à l'étranger. Alors d'une part, pourquoi? Parce que c'est bien dans son CV de dire que par exemple vous êtes parti travailler 1 an aux États-Unis et puis après par exemple si vous revenez en France ça va permettre de valoriser votre CV. Il y en a qui effectivement choisissent de partir parce qu'ils trouvent qu'il y a moins de charges dans d'autres pays, etc. Il peut y avoir, il y a tout un tas de raisons en fait qui poussent les diplômés français à quitter la France, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'étrangers, on l'avait dit, hein, l'Europe est le premier foyer en fait d'étudiants étrangers, et la France en fait partie. Elle attire beaucoup d'étudiants étrangers qui veulent faire leurs études en France. Pourquoi? Parce que, comme ils vous le disent un peu plus loin, la plupart des formations supérieures sont gratuites, ou presque gratuites. Donc ça, c'est vraiment une particularité française, alors que dans d'autres pays, vous devez payer très cher pour faire des études supérieures. En France, la plupart des parcours, y compris, il y a des écoles privées qui coûtent très cher en France, mais il y a des écoles renommées qui sont presque gratuites en France, ou gratuites, et qui permettent d'obtenir d'excellents diplômes qui sont réputés à l'échelle internationale. Et donc, que font les étudiants étrangers? S'ils peuvent obtenir une bourse pour venir en France faire leurs études, effectivement, ils sont attirés par ces formations. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils les ont faites, ces formations, et en plus, comme elles sont très peu coûteuses, une fois qu'ils les ont faites, au lieu de rester en France, finalement, ils retournent dans leur pays, ou dans d'autres pays. Donc finalement, dans les deux sens, la France perd en fait ses étudiants. Elle investit dans ses étudiants, comme je vous disais, chaque année. Par exemple, un collégien, ça coûte à peu près entre 6 000 à 8 000 euros à l'État français. Si on prend en compte payer les profs, l'achat du matériel, la construction des locaux, le chauffage, l'électricité, etc., tout le matériel acheté, payer les agents pour entretenir, etc., ça coûte à peu près, faut que vous vous rendiez compte, un collégien coûte très cher à l'État chaque année. Donc finalement, même si, comme vous me le dites souvent, mais madame, on paye la cantine, oui, vous payez la cantine, mais vous ne payez pas tout le reste. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans d'autres pays où, effectivement, vous devez payer à l'année l'ensemble de ces charges qui sont divisées entre tous les étudiants qu'il y a dans un établissement. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui le problème c'est que tous ces jeunes diplômés partent et que en fait on le voit ici, si je fais apparaître la phrase, le nombre d'expatriés, donc de gens qui sont partis, il a doublé en 30 ans. Donc c'est évidemment une forte croissance. Alors je serais tentée quand même de nuancer parce que en lisant d'autres articles récents, plutôt datant de 2018, quand même on vous dit que il y a beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger. Mais la France n'est pas un cas particulier. En fait, c'est le cas de l'Angleterre, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de beaucoup de pays européens qui perdent aussi une partie de leurs étudiants. Donc il faudrait quand même relativiser, il faut le souligner, mais c'est pas le seul pays à perdre, effectivement, à avoir une fuite des cerveaux. Autre limite encore, c'est notre problème, et alors là on est en plein dedans avec le télétravail, avec la crise du Covid, où on est forcé de travailler avec l'outil numérique. La France est en retard dans le numérique. Alors je vous ai pris 2 documents qui analysent 2 choses. C'est un sondage qui avait été fait. On s'aperçoit donc que par exemple 74% des lycéens ont des enseignants formés au numérique, par exemple en Lituanie. Alors que quand on regarde la France, c'est seulement 21%, c'est-à-dire un prof sur 4 dans l'enseignement général ou dans l'enseignement supérieur, et finalement, secondaire ou primaire, formé. Donc ça montre bien qu'il y a un souci derrière parce que ces technologies, elles sont indispensables à maîtriser effectivement pour innover, pour aller plus vite, pour travailler différemment. On voit bien, par exemple, avec ce type de diaporama vidéo, on peut travailler à distance. Avec les classes virtuelles, on peut faire des cours en direct. Voilà, on peut faire un tas de choses grâce à l'outil numérique et garder le contact ensemble. Donc c'est évidemment l'outil de l'avenir, il va falloir le maîtriser. Vous savez que moi j'en suis convaincue et que j'essaie régulièrement d'ailleurs d'améliorer mes compétences dans ce domaine-là pour être plus efficace avec vous. Mais on voit bien que donc il y a encore beaucoup de boulot, beaucoup de profs ne sont pas encore formés du tout à ça, ça fait quand même 1 sur 4, comme je dis,
1 sur 4 qui est formé. Et si on regarde les Français numériques, alors c'est quand même énorme, moi ça m'a même surpris, vous avez quand même 11% des Français qui n'ont jamais utilisé Internet. Donc ça veut dire quand même 1 sur 10 qui n'a jamais utilisé l'outil. Donc voilà, ça creuse aussi des écarts par rapport à d'autres pays où effectivement la plupart de la population est connectée et donc ça permet de développer aussi l'économie. On voit bien aussi qu'il y a un problème, j'aurais pu développer encore sur le numérique, il y a un problème du développement du haut débit en France. Il y a des zones blanches où vous avez quasiment pas d'internet, vous êtes bien placé pour savoir, certains je sais que c'est votre cas. Voilà, il y a un problème de déploiement en fait du réseau, des réseaux de fibres, internet, etc. Et on voit bien que dans beaucoup de petites PME, en fait, des petites et moyennes entreprises, en fait, ils sont pas encore vraiment adaptés aux outils numériques, ils sont encore un petit peu à la traîne. Et donc tout ça, ça crée un écart en fait entre la France et les autres pays, parce que aujourd'hui, effectivement, il faut être connecté au numérique. Pour pouvoir innover, pour pouvoir être plus rapide, ça fait partie, on va dire, des compétences qu'il faut absolument acquérir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, alors cette année, ce ne sera pas votre cas, mais l'année prochaine au lycée, vous allez le faire, puisque c'est ce qu'on a mis en place, c'est ce qui s'appelle PIX. Et PIX, ça va vous permettre, en fait, de valider vos compétences numériques. Et d'ailleurs, si vous allez au bout du parcours, c'est le but quand même, vous allez devoir valider un certain nombre de compétences, eh bien, vous pourrez l'inscrire dans votre CV, en fait. Vos compétences, les compétences que vous avez, ça sera une sorte de certificat qui fera partie de votre CV, alors que d'autres ne l'auront pas. Donc, quelque part, l'Europe essaye de rattraper son retard, et notamment la France, avec ce projet PIX, qui est une application sur laquelle vous allez faire des exercices, en fait, et puis, au fur et à mesure, vous allez valider des compétences, et au terme de ces compétences validées, vous pourrez le mettre dans votre CV officiellement. Ça sera reconnu non seulement dans la France, mais, s'il me semble bien, dans toute l'Europe. Voilà. Donc, à travers cette autre fournée de documents, j'ai voulu vous montrer qu'effectivement, il fallait quand même nuancer cette superpuissance. Et on va le rajouter donc à la suite. Donc, dans notre grand 1, vous sautez une ligne et on va nuancer ce qu'on a dit. Cependant, donc, ces atouts qu'on a cités avant sont limités par plusieurs choses. Ils sont limités par un solde commercial. Alors, je vous rappelle, je vous ai mis une définition, c'est la différence entre la valeur des exportations et des importations, les plus, les moins. Et notre solde commercial, il est déficitaire depuis 2004, à cause notamment des importations énergétiques. On l'a vu tout à l'heure, on est très dépendant de tout ce qui est importation de pétrole, de gaz, d'hydrocarbures, etc. Ensuite, on a un deuxième problème, c'est limité cette puissance économique, parce que le centre de gravité économique de l'Europe, il a glissé vers l'Europe de l'Est. Et donc, il n'y a que le bassin parisien, les régions du Nord et de l'Est, ces régions qu'on appelle transfrontalières, où d'ailleurs il y a beaucoup de projets européens, qui sont intégrés à la mégalopole européenne. Ensuite, on a parlé du départ croissant des jeunes diplômés à l'étranger, donc quelque part ceux qui pourraient innover et mettre en place de nouvelles entreprises économiques innovantes en France partent, du coup c'est une perte pour nous. Et la crise économique aussi, ça je vous le dis, c'est un petit ajout, semble durer en France plus longtemps que dans les autres puissances européennes, ce qui fait qu'elle peut être par moments moins attractive. Enfin, on l'a vu en dernier, le retard dans le numérique par rapport à ses voisins européens. Donc, je m'arrêterai ici aujourd'hui, on a vu à la fois ses atouts, ici on a plutôt vu un petit peu, donc on a nuancé, on a ajouté quelques limites, mais la France reste néanmoins une réelle puissance européenne et puissance économique. Demain, au contraire, on continuera et on parlera davantage d'un deuxième aspect, c'est-à-dire du poids géopolitique de la France à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Quand je parle de géopolitique, c'est vraiment en lien avec la leçon qu'on a fait Le Monde d'après 1989. Est-ce que la France pèse politiquement, culturellement, enfin surtout politiquement, et économiquement dans ce qui se passe effectivement dans le monde, dans les organisations politiques, dans les organisations économiques? Est-ce qu'elle est bien placée ou pas? Est-ce qu'elle appartient à des organismes ou à des institutions importantes? On verra que c'est le cas. D'accord? Alors, je vous laisse là pour aujourd'hui. On note bien la leçon. Je vous mettrai la leçon d'intégralité comme à chaque fois à la fin, mais pour l'instant, je suis en train de la construire au jour le jour. Donc, vu que je tourne aussi des vidéos pour d'autres classes, je ne peux pas être partout. Voilà. Donc, bonne journée à tout le monde, et puis on se retrouve demain pour la suite donc de cette aventure sur la France dans l'Union européenne et dans le monde. Je quitte le diaporama, hop, et je la